Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Durabilité et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui on va continuer notre série sur l'alimentation avec notre invité du jour qui s'appelle Reto Engler et qui est le cofondateur de l'entreprise Dr Gabs. Dr Gabs que beaucoup de gens connaissent, c'est donc la fameuse brasserie. On est aujourd'hui dans la brasserie Dr Gabs à Puydou. Reto Engler, bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Dr Gabs et son histoire? Vous avez fêté récemment vos 20 ans d'existence depuis la création avec vos deux autres cofondateurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les grands points de passage de cette histoire et puis expliquer un peu qu'est-ce que c'est votre entreprise et comment elle s'est développée? Oui, volontiers. Donc, c'était effectivement il y a 20 ans en arrière, en 2001, que l'aventure a commencé. Donc, on était trois amis d'enfance dans l'ouest lausannois, dans un petit village à Joux-en-Mézerie. Et l'un des trois, Gabriel, a reçu un kit de brassage à son 16e anniversaire. Et à partir de là, on a commencé à brasser de la bière ensemble. On l'a appelé la brasserie du Dr Gabs. Et c'était vraiment juste pour rigoler. Mais on s'est bien pris au jeu. On a continué cette activité en parallèle de nos études, de nos différentes formations. Et arrivé au terme de nos formations, en 2010, on a décidé de faire le grand saut et puis de se lancer à 100% dans cette activité. Là, entre-temps, on avait déménagé à Épalinges, dans un petit local. Ensuite, en 2012, on est arrivé à Savigny, à la Clé aux Moines, avec une installation plus professionnelle, avec des premiers investissements, avec des premiers clients professionnels aussi, des collègues, etc. Et maintenant, depuis 2018, on est à Puydou, donc dans des locaux un peu plus spacieux, avec une partie d'équipement nouveau aussi. Alors, je peux en parler de ça puisque j'avais eu l'occasion durant mes études d'aller visiter votre local à Savigny au début des années 2010. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de voir pour la première fois vos nouveaux locaux à Puydou. C'est vrai qu'au niveau de l'espace, ça a bien changé, quoi. Oui, alors là, on est content d'avoir pas seulement plus d'espace, c'était très exigu dans nos locaux à Savigny. Voilà, un peu sans dessus-dessous, on avait dû rajouter de l'espace, des box, etc., des lieux de stockage aussi externes, donc c'était un peu compliqué. Ici, on a tout sous le même toit, tout l'ensemble de la production, dans un local qui est bien adapté au niveau logistique. Donc, on est très content de l'évolution jusque-là. Une autre chose qui a changé, c'est le nombre de collaborateurs, puisque des trois qu'il y avait à l'origine, aujourd'hui, on est à quoi? Plus d'une dizaine, c'est ça? Largement? Oui, là, on a même plutôt une trentaine d'équivalents temps plein. Donc c'est effectivement une belle équipe qui est pas uniquement sur l'aspect production, parce qu'on essaie de faire un peu l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire aussi tout ce qui est logistique, de distribution, de représentation, donc le travail aussi commercial, travail marketing, administratif. Donc c'est vrai que ça fait passablement de monde. On parlait des équivalents temps plein, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de cuves qui tournent. On est à peu près à combien de litres produits par année par rapport aux années précédentes, si je parle des années... Alors, l'année 2020, on va pas la prendre comme année de référence parce que les bars ont fermé, donc c'était un peu plus compliqué. Vous avez dû passer par d'autres types de fournisseurs. Mais parlons une année classique de Dr Gabs, donc je parle des années 2018-2019, à peu près sur quel litrage, maintenant que vous avez un peu de recul là-dessus? Oui, alors donc 2019, qui était effectivement la dernière année un peu normale, on était à peu près à 1,5 million de litres de bière produits ici à Puydou. Et cette année, en 2021, on n'est pas encore au bout de l'année, mais ça fera à peu près 1,8 million par là autour. Donc entre 1 et 2 millions de litres de bière produits par année, ça change des quelques dizaines des premières années. Ça change grandement, effectivement. Ce qui est rigolo, c'est que le processus reste tout à fait le même. Qu'on fasse 5 litres ou 5000 litres de bière comme on le fait maintenant par brassin, le processus, les étapes sont toujours les mêmes. Mais c'est vrai que les volumes changent. On essaye aussi toujours de faire en sorte que quand on augmente les volumes, en fait, c'est jamais au détriment de la qualité. Au contraire, c'est en fait avec du meilleur matériel, et puis ça permet en fait avec des volumes plus importants de mieux maîtriser aussi le processus. Alors, vous êtes rentré les pieds en avant dans les questions de durabilité et des processus de production. C'est exactement pour ça qu'on est là. On va parler de ça. Vous me dites, mais pourquoi est-ce que Nicolas, tu bois pas d'alcool? Pourquoi est-ce que tu vas faire un épisode avec Dr Gabs? Mais parce que justement, c'est des gens qui se sont posé la question, donc Reto et ses collaborateurs se sont posé la question très tôt, comment est-ce qu'on optimise les processus de production d'un point de vue de durabilité? Et justement, cette question de la qualité, c'est un peu dans l'esprit des gens, on dit toujours, soit c'est des petites productions individuelles, et à ce moment-là, on peut s'attendre à de la qualité, mais on se dit toujours, mais quand on fait des processus justement à haut volume,
bah forcément la qualité elle s'en ressent. Et vous vous dites non, mais en fait, on va faire exactement la même chose. Oui, j'irais même plus loin de dire que on va pas faire justement exactement la même chose, on va faire mieux dans le sens où Vous allez augmenter la qualité et la quantité en même temps. exactement. Parce que quand on change de matériel, quand on investit pour faire plus de volume, et ben c'est avec des outils qui sont aussi plus adaptés et qui permettent aussi d'avoir plus de mesures, d'avoir un meilleur contrôle. Et au final, bah, voilà, ça impacte aussi favorablement la qualité. Quand on atteint un niveau plateau, c'est-à-dire plus du million de litres produits par année, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de la qualité du produit tout au long du processus? Parce que j'imagine que c'est quand même plus facile de s'assurer de la qualité d'un produit quand il y a, on va dire, moins de litres que quand on est sur des millions et des millions. Bah, ils peuvent pas tester tous les millions de litres de manière individuelle. Donc, comment est-ce que vous vous assurez de ça? C'est clair qu'on va pas ouvrir chaque bouteille pour la déguster, mais par contre, bah voilà, c'est des processus qui sont mis en place, c'est des étapes de contrôle. Donc on a ça un peu à chaque étape de la production, que ce soit le brassage, la fermentation, le conditionnement, etc. Et aussi le suivi dans le temps. Pour moi, là où je mets ça en lien avec les volumes, c'est aussi que voilà, quand on augmente les volumes, eh ben, on peut aussi se permettre certains investissements sur des appareils de mesure, de contrôle, de laboratoire qui sont assez onéreux et puis on aurait bien voulu avoir déjà il y a 20 ans en arrière. Malheureusement, on ne pouvait pas se le permettre à ce moment-là. Donc, on va rentrer de plein pot dans les questions d'écologie et de durabilité. Maintenant qu'on a posé un peu le contexte, à quel moment vous êtes dit on va prendre les idées d'écologie industrielle et d'économie circulaire et les implanter dans une fabrique de bière? J'arrive même pas à finir ma phrase tellement elle est improbable, on va dire. Alors nous, on aime faire de la bière, c'est un truc, genre on aime la consommer, on aime la produire, on va faire un super produit, on va créer. Mais en plus, on dit, et si on le faisait pas de manière en appliquant les principes de l'écologie circulaire? Comment ça a germé? Ouais, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment que ça a germé comme ça, comme une idée marketing de trois étudiants d'HEC. Quelque part, c'était dans notre ADN depuis le début. Pour l'anecdote, les premières bouteilles de bière, on allait même les récupérer dans des containers, les laver et puis les re-remplir. Voilà, les débuts étaient comme ça. On a tout de suite récupéré nos bouteilles, mais simplement parce que ça nous semblait logique et évident et plus simple de faire comme ça. Et par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est que en grandissant, en se développant, bah, en fait, on a gardé cette manière de faire. Donc voilà, c'est vraiment un peu des raisons historiques qui viennent de nos débuts comme brasseurs amateurs et qu'on a simplement monté à une échelle de plus en plus grande. Alors que voilà, une brasserie qui se lance aujourd'hui, qui commence de zéro, puis qui veut être directement, disons, voilà, opérationnelle, professionnelle, eh ben, ça va être plus compliqué de mettre ça en place. Et puis et c'est pour ça que voilà, pas mal de producteurs favorisent le jetable, alors que pour nous, ça semble simplement naturel de dire bon bah on fait comme on a fait jusqu'ici. Donc on l'a remarqué avec d'autres acteurs, vous n'êtes pas le seul à dire, c'est que la durabilité et d'être le plus durable et le plus écologique possible dans sa production, c'est un processus de tous les jours. C'est pas on va faire ça maintenant et puis ça va être bon pour tout le temps. C'est un processus qui s'entretient, on trouve des idées, ah ça marche pas, ok on va essayer différemment. C'est ce que vous dites en tant que producteur, c'est toujours ce processus de création. On crée des conditions de la durabilité et elle ne vient pas comme ça sur un coup de tête. C'est effectivement un processus continu et c'est quelque chose voilà, qui se réfléchit au jour le jour, mais après voilà, il faut aussi avoir un peu une ligne directrice, une certaine vision, de se dire ben voilà, on veut aller dans cette direction et après ben, se donner aussi les moyens d'y arriver. Je disais avant, ben, c'est dans notre ADN, donc oui, ça c'est le point de départ. Mais après, si on veut évoluer là-dessus, s'améliorer, bah, au bout d'un moment, ça doit devenir aussi un peu plus carré, un peu plus mesurable. Donc, on va rentrer dans le processus de production à proprement parler, donc sans donner des secrets de fabrication des différents ingrédients qui font la bière Dr Gaps dans le processus de production. Comment est-ce que vous faites pour optimiser et essayer d'être le plus durable possible? Je parle bien du liquide, hein. Je parle bien de la bière en tant que telle. Donc on rappelle, hein, bah, c'est des céréales, de l'orge, hein, du malt, et puis j'imagine de l'eau, enfin des ingrédients, sans aller dans le secret de la fabrication. Comment est-ce que on fait la bière la plus
écologique possible, entre guillemets. C'est bien ça, les ingrédients de bière, de base de la bière, pardon, c'est l'eau, le malt, donc l'orge qui a été germé, séché, le houblon et la levure. Voilà. Après, c'est aussi important de garder en tête un peu les proportions, donc c'est très largement l'eau, le premier ingrédient à peu près 95%. Ensuite, le malt, c'est aussi l'ingrédient, disons, solide qui vient en plus grande quantité, et le houblon. Là, on est de l'ordre à peu près 1000 fois moins que le malt, et la levure encore moins. Donc, je dirais que il y a la question de l'eau, et puis ensuite, très rapidement derrière, c'est le malt qui est l'élément qui a le plus d'impact sur les matières premières. Donc, au niveau de l'eau, donc, nous, on travaille évidemment avec de l'eau simplement du réseau. Donc, on a ici à Puydou, on a l'eau du lac de Bray, l'eau du lac Léman, et des sources aussi de la région. Donc c'est un petit mélange que jusqu'à présent on utilisait un peu tel quel pour faire la bière. Puis là on est en train de mettre en place un système d'osmose inverse, c'est-à-dire qui permet d'enlever les minéraux puis de rajouter les minéraux spécifiques pour tel ou tel type de bière. Ça, c'est assez impressionnant, c'est de dire que maintenant on va contrôler l'eau qu'on va mettre dans la bière, chose que vous ne pouviez pas faire il y a quelques années. C'est-à-dire, au début, vous preniez l'eau du réseau, et puis voilà, ce qu'il y avait dedans, on se débrouillait avec. Exactement. Vous choisissez l'eau pour faire. Alors, on va faire une blonde un peu particulière, donc on a besoin de tel ou tel minéraux. Ah, alors on va faire, je sais pas, une brune ou une bière un peu plus. Enfin voilà. Mais c'est vraiment ça. Voilà, on se dit, il y a on veut faire ressortir les arômes de houblon, donc il faudra peut-être plutôt tel ou tel type de minéraux qui soient dosés de telle ou telle façon. Donc c'est des éléments qui sont souvent liés aux origines des styles de bière. Voilà, de l'eau justement assez douce, comme on avait dans les premières bières de fermentation basse en République tchèque, par exemple. Et du coup, ça devient le profil d'eau idéal pour faire une bière de ce style-là, etc. Mais juste pour l'anecdote, donc, au tout début, on allait chercher l'eau dans une fontaine dans les bois du Jura. Les mecs, ils vont à la fontaine. Ah, c'est pour faire de la bière, madame, ne vous inquiétez pas. Exactement. Donc, il y avait des. D'ailleurs, il y avait pas mal de gens qui allaient chercher de l'eau là-bas. Au bout d'un moment, on a arrêté, non seulement parce que c'était très très compliqué d'aller un vendredi soir remplir une citerne de 1000 litres pour brasser le lendemain. C'était surtout en hiver, quand c'était tout gelé et qu'il y avait un faible débit, c'était pas très sympa. Quand je vois l'usine ultra technologique qu'ils ont aujourd'hui, et j'imagine à l'époque, le décalage est incroyable, quoi. Donc non seulement logistiquement c'est pas possible, et en plus en fait on s'est rendu compte que la qualité de l'eau de cette source n'était pas forcément non plus optimale. Déjà il y a beaucoup de variations, il y a un peu des champs autour, donc on sait jamais trop qu'est-ce qui va finir dans cette source, quoi. Au niveau des fournisseurs, on a bien compris, l'eau, c'est l'enjeu principal. Maintenant, au niveau de tout ce qui est céréales, houblon et levure, on parle quand même de millions de litres. Donc même si c'est un petit pourcentage, on arrive rapidement à du tonnage, quoi. On arrive rapidement sur... j'imagine, il y a plusieurs tonnes de malt utilisées par année, plus des déchets qui peuvent être à côté. Donc comment vous faites pour, dans le processus de production, déjà limiter les déchets, de dire tout ce qu'on importe, tout ce qu'on importe dans l'entreprise, on va gaspiller le moins possible. Et en plus, d'un autre côté, où est-ce que vous fournissez Est-ce que ça va venir de très loin? Et dans quels moyens de transport? Comment vous faites pour optimiser la chaîne et avoir le moins de gaspillage et être le plus durable possible? Je parle de l'approvisionnement. On parlera de la sortie de l'usine après. Mais d'abord, tout ce qui rentre dans l'usine. Donc l'eau, on a fait, mais pour ce qui est du solide. Donc les autres ingrédients, c'est effectivement le malt après l'eau qui est le plus important. Là, on parle d'à peu près 300-400 tonnes par année. Donc c'est vrai que c'est quand même des volumes assez importants. Là, malheureusement, on a de la peine à se fournir en local sur le malt. On a trouvé un excellent fournisseur en Angleterre, et donc on prend notre malt là-bas. Dr Gab, c'est une bière britannique. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Pas du tout. Mais simplement que pour nous, l'aspect numéro 1, c'est d'avoir une bonne qualité sur les matières premières. Non, mais évidemment, c'est clairement le problème. Donc elle est brassée ici, mais les ingrédients, c'est souvent un problème. Et c'est clair qu'en Suisse, on n'arrive pas à tout produire. Donc forcément, il y a une partie comme on l'avait dit dans l'épisode précédent,
si vous êtes attentif, une grande partie, la moitié des biens de l'agroalimentaire qui viennent en Suisse viennent de l'étranger. Donc, ne sont pas produits sur notre territoire. Donc ça, on peut bien comprendre qu'il y a des soucis d'approvisionnement. Voilà, sur la quantité produite et après aussi justement d'avoir une qualité qui soit adaptée. Après, voilà, je remets simplement dans le contexte, comme je disais avant, voilà, à peu près 95% c'est l'eau. Hein. Donc il faut vraiment se dire, bah, tiens, sur les matières premières, oui, il y a autre chose que de l'eau et puis c'est ce qui apporte aussi le côté intéressant à la bière, mais disons sur les volumes qui sortent de chez nous, ça reste principalement quelque chose qui est, disons, sourcé localement avec l'eau. C'est vrai que si on fait un petit rapport sur plusieurs millions de litres qui sont produits, enfin plusieurs millions, en tout cas plus d'1 million de litres qui sont produits, qui sortent de l'usine, c'est vrai qu'on n'y met que 300 ou 400 tonnes si on met les levures, le houblon, le malt ensemble. C'est vrai que finalement c'est pas beaucoup. Si on prend les millions de litres, quelque part, la plupart du poids qui sort va tenir sur 2 ingrédients, enfin 2 produits, c'est-à-dire l'eau et le verre. Le verre, qui est le contenant, et l'eau qui est 95% du contenu. Donc quelque part, on peut dire que même s'il y a quelques tonnes qui sont apportées à cause de types de fournisseurs dont vous avez besoin et de types de produits dont vous avez besoin, quelque part, la majorité de ce qui sort d'usine est produit localement. Exactement, et puis on viendra sur les matières sèches tout à l'heure, mais c'est vrai que sur ces matières premières, voilà, eau, malt, levure, houblon, bah, c'est vrai que émotionnellement, c'est aussi ça qui nous fait penser à la bière. On se dit, mais ok, vous faites de la bière locale, mais d'où viennent vos matières premières? Voilà, c'est pour ça que moi je tiens juste à remettre le contexte et puis dire, bah, tiens, l'essentiel c'est de l'eau qui est évidemment locale. Maintenant pour revenir sur la question de se dire comment est-ce qu'on va limiter l'impact, là c'est un calcul qui est écologique mais qui est aussi économique, qui est aussi celui de l'efficience. De se dire on veut aussi utiliser la meilleure façon possible nos ingrédients, simplement pour pas les gaspiller. Là à nouveau c'est un souci écologique mais aussi économique parce qu'on va simplement dépenser moins. Donc ça va être la même chose sur le malt, le houblon, la levure aussi. Voilà, si la levure on peut la récupérer d'une bière pour une autre, etc., c'est sûr qu'on va le faire, on va gagner sur tous les tableaux. Expliquez-nous juste rapidement ce processus de récupération de la levure. Donc la levure, c'est ce qui permet dans la bière de la faire maturer, de la charger en alcool, donc de dégrader, parce que si on met juste du malt et de l'eau, on va voir qu'il n'y a pas de processus de création, donc qui fait l'alcool, on va juste avoir une bouillie de céréales dans l'eau, quelque part. Donc la levure, c'est un peu l'ingrédient magique qui transforme donc ce mélange en bière. Donc le houblon, ça donne le goût, avec le type de malt qu'on utilise. Mais la levure, c'est ce qui justement amène le bon niveau d'alcool, le bon niveau de maturation de la bière. Vous me coupez si je dis une bêtise. Hein. Et le bon niveau bon niveau dans le produit et qu'il transforme dans ce produit magique qu'on connaît en Occident depuis plusieurs milliers d'années qui s'appelle la bière. Et exactement. Et puis d'ailleurs, c'est assez rigolo de penser que à l'époque, en gros, avant Pasteur, on n'avait pas connaissance de l'existence de la levure, donc c'était pas considéré comme un ingrédient de la bière. Aujourd'hui, c'est vraiment un ingrédient à part entière qui est cultivé, sélectionné et utilisé spécifiquement dans chaque bière. Donc c'est juste c'est la levure qui va transformer les sucres en alcool et également en gaz carbonique. Et donc comment est-ce que vous avez dit on récupère les levures d'une bière à l'autre pour faire justement le même type de bière, j'imagine, hein, c'est le même type il y a des levures spécifiques par type de bière que vous proposez à votre clientèle. Donc comment est-ce que vous récupérez ces levures si vous avez l'occasion de le faire? J'ai cru comprendre. Oui, disons il y a différentes façons de le faire, mais ce qu'il faut savoir c'est que durant la fermentation, les levures se multiplient et dans une première phase, elles ont d'abord une phase de croissance et une phase aérobie. Puis quand elles ont consommé l'oxygène, elles vont commencer à consommer les sucres et créer de l'alcool et petit à petit se poser au fond de la cuve. Donc après, il y a une question de timing et aussi de prendre les bonnes levures, pas celles qui sont pas les cellules mortes, pas celles qui flocculent trop facilement, etc. Donc il y a un petit tri à faire, mais on peut récupérer des levures dans une cuve pour ensemencer une autre qui est effectivement de la même sorte de bière. Cette bière, elle est fabriquée. Donc voilà, les outils de production, vous avez dit, la cuve, on a investi, on a un bon bilan. Maintenant, le principal enjeu au niveau de la bière, et le principal enjeu en termes de durabilité et d'économie circulaire, c'est la livraison.
C'est-à-dire, pas seulement les transports, ça c'est un aspect, mais l'aspect principal c'est surtout le verre. Parce que le principal contenant d'un liquide, soit vous avez une bouteille en PET, en plastique, soit dans le cas de Dr Gab, si on connaît bien les bouteilles assez caractéristiques qu'on peut trouver dans soit les magasins de bière ou de boissons spécialisées, ou alors de plus en plus dans les grandes surfaces, on connaît bien ce type de bouteilles. C'est là le principal enjeu, et un enjeu dont vous avez décrit, vous êtes intéressé dès le début, et aujourd'hui encore, alors que vous avez des millions de litres, donc des millions de bouteilles, plusieurs millions de bouteilles qui sont vendues chaque année, comment est-ce qu'on fait pour optimiser cette chaîne du verre quelque part, qui est un peu la chaîne centrale de votre type d'entreprise? C'est clairement la chaîne centrale parce que c'est vrai que voilà, finalement quand on a une bière devant soi, en termes de poids, on est à peu près 50-50 entre le verre et le liquide qui est dedans. Alors le liquide, il part très vite, suivant comment. Voilà, pour les amateurs, il part très vite. Mais par contre, le verre, il reste. Et donc, dès très tôt, vous avez commencé à mettre un cycle du verre, c'est-à-dire à des partenariats avec vos clients. C'est-à-dire, le verre, vous le prenez, il revient, il repart, il est re-rempli pour... Donc, expliquez-nous un peu comment c'est arrivé. Donc, dès le début, vous aviez quelques centaines de bouteilles en verre, à maintenant où c'est plusieurs centaines de milliers, quoi. Exactement, pour nous, on a simplement mis cette logique en place de réutilisation, récupération des bouteilles. D'abord en les lavant nous-mêmes à la main, après chez un vigneron à QI avec une machine un petit peu semi-automatisée, mais ça prenait quand même des heures et des jours. Après, pendant quelques années, avec la cave la Croza à Féchy, qui a une laveuse de bouteilles. Et maintenant, depuis 2018, avec notre propre laveuse ici sur le site de Puydou. Et donc, ça nous permet toujours de récupérer les bouteilles, les réutiliser. Donc voilà, laver, les contrôler, les stériliser et les remplir à nouveau. Combien de bouteilles vous arrivez à récupérer? C'est-à-dire sur 100 qui partent, sur un pourcentage, combien il y en a qui reviennent et comment vous arrivez à optimiser le cycle? Est-ce qu'on est sur, on en récupère la moitié? Est-ce qu'on est sur 80%? Est-ce qu'on est quasiment à 100 et puis il y a un peu de perte parce qu'il y a des bouteilles qui se cassent ou qui sont trop usées ou qui sont fêlées ou que sais-je? Malheureusement, on est sur des volumes qui sont plus faibles que ça pour différentes raisons, mais on est plutôt sur l'ordre de un quart à un tiers de taux de retour. Là, le Covid n'aide pas dans cette situation-là. Je vais expliquer pourquoi. C'est que parce qu'en fait, disons, nos canaux de distribution, c'est soit directement aux clients privés, soit avec les restaurants, les bars. Soit avec les magasins. Dans les magasins, là, le taux de retour est assez faible parce qu'il y a très peu de magasins qui acceptent de récupérer les bouteilles. Et aussi, les gens consomment à la maison et ils vont pas forcément ramener les bouteilles au magasin. Dans le cas des bars et des restaurants, là, par contre, ça fonctionne très très bien. On a un taux de retour quasiment de 100% parce que finalement, la bouteille est consommée sur place et ça arrange tout le monde. Le restaurateur est content de pouvoir simplement nous retourner ses bouteilles. Et dans le cas du client privé qui vient directement sur place à la brasserie, là ça fonctionne aussi assez bien, sachant qu'il vient faire les trajets, et il peut ramener le vide en même temps. Sur les restaurants, n'importe quel client qui peut avoir une consigne, on comprend bien que ça fonctionne pas mal. Effectivement, quand on achète un pack de Dr Gabs au supermarché, c'est compliqué de faire le retour des bouteilles. Donc c'est vrai que le Covid, avec plus une consommation à domicile qu'en public, ça n'a pas vraiment aidé la chose. Je rappelle juste une chose hyper importante. Une bouteille en verre, en termes de bilan écologique, c'est pas rien. C'est pas rien parce que c'est plusieurs milliers de degrés qu'il faut pour chauffer le verre, le transformer. Voilà, c'est quand même un produit qui demande énormément d'énergie pour être fait. Donc chaque fois que vous réutilisez une bouteille en verre, c'est énormément d'énergie et donc d'un coût environnemental que vous économisez. Donc ça, c'est hyper important de le dire. Et c'est vrai que la bouteille en verre, quand on fait une bière, on va dire particulière, qui essaie d'avoir une image, un goût et un aspect, on va dire, local ou particulier, une marque qui s'est développée comme Dr Gabs, où on connaît bien la forme des bouteilles assez particulière. C'est vrai que vous devez travailler avec un fournisseur de verre. Comment ça se passe et avec qui... pas avec qui vous travaillez, mais est-ce que vous avez travaillé avec un fournisseur local? Oui, on n'a pas de secret à ce niveau-là. On se fournit chez la seule verrerie de Suisse, qui est à Saint-Pré.
C'est hallucinant, on a une seule verrerie dans tout le pays alors qu'il y a 8 millions d'habitants, je trouve ça hallucinant. Mais... C'est complètement incroyable et d'autant plus que voilà, justement la plupart des bouteilles qu'on trouve sur le marché ne viennent pas de cette verrie-là. Donc nous, voilà, on a saisi cette opportunité d'avoir cette verrie à proximité pour développer ensemble cette bouteille. On a fait voilà, ensemble un moule avec dans l'idée dès la conception que ce soit une bouteille à usage multiple, donc qui devait être plus robuste, qui ne devait pas avoir des angles trop prononcés pour qu'elle soit justement facile à réutiliser et puis pas se casser avec le réemploi. Parlons un peu des gros sous. Si vous étiez parti sur du verre classique, par rapport à un fournisseur donc local, c'est un prix on peut difficilement faire plus local, hein, c'est dans le canton de Vaud, votre usine est dans le canton de Vaud, donc voilà. C'est à peu près quoi comme surcoût? C'est quoi le surcoût qu'il y a à travailler aujourd'hui avec un entrepreneur et une verrerie en Suisse par rapport à... Parce que l'écologie, ça a aussi un prix. Et les gens, des fois, le comprennent pas. Alors, on ne parle pas du prix auquel vous vendez vos bières ou vos packs de bière. On parle vraiment de là, juste en tant qu'entrepreneur. Quel est le surcoût pour vous de cet engagement à faire tourner l'économie locale et avoir un bilan carbone plus bas? Bon, j'ai pas le montant chiffré là-dessus, mais nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on soit le plus proche disons, du niveau zéro, c'est-à-dire que ça nous coûte pas plus cher. Ce qui est pas tout à fait le cas, ça nous coûte quand même un petit peu plus cher. Mais sur l'achat, on est à peu près à un facteur de x2 ou x3 sur le prix de la bouteille en elle-même. Après, on peut faire baisser ce coût-là justement en récupérant la bouteille, en la réutilisant, en la lavant chez nous, et puis comme ça, là même avec le coût du lavage, là on arrive à être plus bas que le prix de l'achat du neuf. Donc c'est disons le modèle vers lequel on tend. En réutilisant du verre, on est capable d'en produire de meilleure qualité, de manière locale, mais donc ce qui crée un surcoût, mais en le réutilisant et donc en arrêtant de créer du neuf constamment, donc en diminuant la quantité de neuf qu'on crée, on est capable de limiter justement ce surcoût et donc d'être à un budget qui est à peu près à l'équilibre. Donc c'est assez intéressant comme vision, en disant d'un côté de ce qu'on va perdre, entre guillemets, ce qu'on va investir d'un côté, on va par une méthode et par l'économie circulaire, on va être capable de le récupérer de l'autre côté. C'est à peu près ça le calcul qui est fait. C'est ça le calcul exactement, mais qui fonctionne effectivement si on a un taux de retour suffisant. Voilà, c'est ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais on travaille aussi sur des pistes pour augmenter ce taux de retour. Qu'est-ce qui pourrait, pour vous, qui est quand même un spécialiste du domaine maintenant, ça fait quand même des années que vous essayez de travailler là-dessus, au-delà mettons le contexte sanitaire de côté, parce que y a des moments ça va très bien et d'autres moments voilà, les bars sont pleins et d'autres moments les bars sont vides, donc on va enlever cette instabilité et imaginer à flux constant, donc 2019 de nouveau, revenons à 2019, à flux constant, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, Reto Engler, pour améliorer et passer de 30% de taux de retour à, doublon, 60% de taux de retour, 100% on n'atteindra jamais, et où tout le monde est gagnant, puisque quelque part, vous êtes gagnant, les producteurs sont gagnants, vous consommez moins de verre, enfin voilà, il y a des gagnants partout, donc comment est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs pistes, hein. Après il y a certaines dont on ne détient pas forcément les clés, hein, mais on peut imaginer déjà pour être assez extrême, des solutions institutionnelles qui mettent en place de la récupération de verre. On a ça dans certains pays, l'Allemagne, la Belgique par exemple, où là dans les grandes surfaces, on peut ramener ses vidanges dans son verre vide. Après donc nous on travaille avec les moyens qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire on essaie de communiquer déjà sur ce sujet-là, sensibiliser notre clientèle qu'elle peut ramener ses bouteilles chez nous. On dit voilà, ramenez 12 bouteilles, on vous en donne une pleine en échange. Ça va ravir les amateurs. Alors oui, alors vous ramenez 12 vides, on vous donne une pleine. Comment ça se passe? Mais vous comprenez pas, nous on y gagne, vous comprenez pas, mais on y gagne, donc et puis ça vous fidélise, donc c'est très bien. Exactement, et vous aussi, donc voilà, tout le monde est gagnant. Et sinon sur une autre solution qu'on teste un peu de manière pilote actuellement, c'est de mettre des points de récolte dans les déchetteries, parce que finalement c'est là que le verre finit, donc un peu sur le même modèle que ce qu'on voit avec Nespresso et les récupérations de capsules. Donc on teste ça avec quelques déchetteries, de se dire tiens, on va mettre des caisses vides Dr Gabs à côté des bennes à verre, et que les gens qui jettent leurs bouteilles finalement et qu'ils le fassent comme un geste citoyen spontanément, qui mettent leurs bouteilles dans les caisses Dr Gabs plutôt que dans la benne à verre.
Oui, mais là, il va y avoir un problème. C'est-à-dire que si toutes les entreprises qui vendent des bouteilles particulières, donc qui réutilisent, font ça, on va se retrouver avec on n'aura plus d'espace pour mettre le nombre de caisses appropriées. Puis niveau logistique, ça va quand même être pas simple à gérer cette histoire. Donc effectivement, une des idées, ce serait de passer avec un système institutionnel. C'est-à-dire que justement, les gens qui font du volume et qui ont déjà les outils logistiques pour le faire, vous parlez des grandes surfaces par exemple, de pouvoir généraliser ça à l'échelle de la Suisse. C'est-à-dire que tous les grandes surfaces, donc Coop, Migros et tous les autres, qui vendent vos produits, ou des produits équivalents, hein, on parle de la gestion du verre, mais il y a d'autres entreprises qui peuvent ou doivent faire comme vous, on peut imaginer qu'il faudrait mettre une solution institutionnelle pour que ça fonctionne, parce que c'est clair que mettre des solutions où chaque entreprise essaie de gérer un peu son truc, ça ne va pas s'en sortir. C'est ça exactement, c'est là qu'il y a un petit peu le nœud, et après ça fonctionne des deux côtés, aussi du côté du producteur, hein. Ce qu'on a vu depuis ces dernières dizaines d'années, c'est que les producteurs passent de plus en plus sur du verre perdu, donc à usage unique, plutôt que du verre réutilisable, lavable, à usage multiple. Et donc c'est un peu le fou la poule. Actuellement, on a les deux problèmes qui se cumulent. Parce qu'on a appris aux Suisses depuis les années 60, 70, 80, et maintenant c'est bien intégré, qu'il faut recycler le verre. Et là, vous nous dites, mais non, il ne faut pas recycler le verre, il faut le réutiliser. Ce qui est vrai d'un point de vue écologique, c'est tellement mieux de réutiliser le récipient. Imaginez, chaque fois que vous le réutilisez, en fait, vous diminuez par deux, ou après, en tout cas, c'est la première fois, vous utilisez 2 fois un récipient en verre au lieu d'un, vous diminuez par 2 son coût écologique de conception. À peu près, parce qu'il y a encore le coût du lavage, mais voilà, c'est négligeable par rapport à l'énergie dépensée pour le fabriquer. Et après, chaque fois que plus vous réutilisez, plus vous faites baisser progressivement avec une échelle logarithmique son coût écologique de conception. C'est pas un peu compliqué de dire aux Suisses, en fait, en l'espace d'une génération, de dire ouais, vous avez vachement bien trié, c'est super bien, vous êtes un des leaders mondiaux, il faut que vous arrêtiez de trier. Enfin, pas vous arrêtez de trier, il faut continuer à trier, mais à part s'il est cassé, en fait, le verre, il faut le ramener. Ou alors vous le gardez pour un autre usage. C'est un peu compliqué de leur dire ça aussi. C'est de dire, mais on en fait déjà pas assez, Nico. Il y a Nico et Reto qui sont là autour d'une table et qui font, en fait, ça serait pas mal de réutiliser. Les mecs, moi je voulais juste boire une bière. Déjà, je suis bien sympathique de vous l'amener à la décharge et de mettre dans la bonne poubelle pour le verre. Vous n'allez pas me briser les noix, quoi. Enfin. C'est complètement ça. C'est vrai qu'en Suisse, voilà, on a un peu cette étiquette, voilà, les champions du monde du tri, du recyclage. Les Suisses sont effectivement très disciplinés là-dessus. Le problème, c'est que là, justement, on a organisé tout notre système, notamment les déchetteries, les points de récupération, etc. là autour. Donc aujourd'hui, il y a un peu cette inertie logistique que si on veut revoir ce modèle-là, c'est très compliqué de faire bouger les choses. Maintenant, on va s'intéresser un tout petit peu à l'économie locale. Puis ça fait partie aussi de la durabilité, c'est-à-dire que pour qu'une entreprise soit durable, effectivement, il faut limiter les coûts, il faut être dans l'optimisation des processus de production, il faut avoir des solutions écologiques. Il faut également être rentable et créer un tissu économique, puisqu'on a dit la durabilité, c'est pas uniquement de l'écologie, il faut aussi comprendre la durabilité, c'est aussi des processus socio-économiques. Et donc très vite, Dr Gaps et on l'a vu avec l'illustration des bouteilles, justement, d'avoir ce lien avec la clientèle. Dr Gaps a eu très vite cette identité ancrée dans la région lausannoise et puis après, au fur et à mesure, dans la Suisse romande. C'est-à-dire, on ne va pas exporter aux 4000 vents notre production. Donc il y a le côté microbrasserie qui n'est plus du coup micro, mais il y a toujours cette identité dans l'entreprise de microbrasserie quelque part. On essaie d'être le plus local possible et donc d'avoir le moins de trajets entre notre centre de production et de notre clientèle. Exactement, parce que c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de tout ce qui est des intrants, mais après, voilà, il faut se poser aussi la question de où vont les produits par la suite. Et c'est vrai qu'on essaie de travailler de manière locale quand c'est possible. Et donc là, notre marché, c'est la Suisse, hein, essentiellement la Suisse romande. Voilà, pas du tout d'exportation. Et donc voilà, on sait que la Suisse, c'est un tout petit territoire, même si chaque région a une forte identité. Mais disons, en termes de zone géographique, ça reste assez restreint. Votre client le plus éloigné en Suisse romande, il est où ? Bon, on livre l'ensemble de la Suisse romande avec notre propre distribution, hein, donc ça peut être Chaux-de-Fonds, direction de Bienne, même si on peut discuter ou le Valais ou le Valais exactement aussi. Donc ça, c'est toute la zone qu'on va livrer nous-mêmes. Et puis, on distribue aussi en Suisse alémanique, mais là, c'est avec des intermédiaires. Au niveau de votre développement, parce qu'il y a quand même il y a quand même 1 million et quelques de litres à vendre. Donc, au niveau du développement de Dr Gaps, où est-ce que vous vous situez ? Comment est-ce que vous mettez la limite au niveau du transport ? Qu'est-ce que vous dites ? Ok, là, il y aura peut-être des opportunités, mais si on peut avoir des opportunités de vente, on va dire, à volume équivalent plus près, on va favoriser
celle qui est plus près, c'est quoi la politique de l'entreprise et la politique de l'entrepreneur là-dessus? C'est vrai qu'on a disons, ce développement qui s'est fait de manière assez organique finalement, hein. Même si aujourd'hui on est présent un peu dans l'ensemble de la Suisse, on a commencé sur un tout petit rayon, puis ça s'est développé petit à petit. Maintenant, on continue à privilégier les clients locaux et surtout sur les bières en pression. Donc voilà, ça c'est encore un autre format dont on peut aussi discuter, hein, mais c'est vrai que Parlons des bières en pression, Reto Engler. C'est vraiment qu'est-ce qui change? Il y a différents changements, mais c'est vrai qu'on parlait avant de l'impact de la bouteille pour la création, etc. Pour la bière en pression, donc ça veut dire que là on conditionne dans des fûts en inox de 20 litres. La différence, c'est que là on a un taux de retour qui est très très proche du 100%, parce que voilà, les fûts déjà sont consignés. Il y a un standard de 50 francs sur un fût en inox, donc personne n'a envie d'en jeter un à la déchetterie ou de le laisser traîner. Donc le taux de retour est très, très élevé. Et puis ensuite les fûts sont récupérés chez nous, lavés, remplis. Donc là finalement ça permet de quasiment enlever l'impact du récipient. Donc on a fait le tour au niveau de la production. Il y a un dernier élément qu'on n'a pas évoqué, c'est les déchets. Quel type de déchets vous pouvez avoir dans la production de bière et comment vous essayez de limiter leur impact et leur développement? Oui, donc les déchets, on en a de plusieurs ordres, hein, mais voilà, évidemment, on a des déchets de carton, aussi un peu de plastique, etc. Où là, on les compacte chez nous, puis ensuite on les fait recycler. Au niveau organique, notre déchet principal, c'est de nouveau le malt, donc ce qu'on appelle la drèche, une fois que c'est usagé. Et là, il y a un assez fort potentiel en fait de faire des choses avec ce matériau-là. Par le passé, on l'a utilisé pour du bétail. Actuellement, il est méthanisé. Vous créez du méthane à partir de déchets de malt, c'est ça? Exactement. Donc c'est justement des résidus organiques qui sont encore assez riches, hein, en fibres, en protéines. Il y a encore un petit peu de sucre, même si c'est très peu, parce que le but du jeu du brassage, c'est d'enlever justement ce sucre. Et actuellement, on cherche des pistes pour le valoriser encore mieux, parce que finalement, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont bonnes pour l'alimentation. Donc vous anticipez sur la dernière question du jour, c'est-à-dire quels sont les projets d'avenir justement pour Dr Gabs? Comment est-ce qu'on peut encore améliorer ce processus de production, de retour, de vente? Mais justement, quelles sont les choses sur lesquelles vous dites il y a encore une marge de progression, on cherche encore des solutions, sur quoi on travaille pour améliorer encore notre durabilité et ce côté justement circulaire des ressources, des matériaux à l'intérieur de votre entreprise pour, je sais pas, à court, moyen et peut-être à long terme. Donc j'imagine que vous y pensez en tant que chef d'entreprise. Les points sur lesquels on travaille, donc il y a déjà des points en interne, hein, je parlais avant de mesures, mais de se dire qu'est-ce qu'on consomme comme énergie. Là on chauffe notre système avec la vapeur, donc qui vient de gaz naturel, mais se dire est-ce qu'on peut diminuer notre consommation d'énergie, est-ce qu'on peut diminuer la consommation de CO2, d'eau, d'électricité, etc. Voilà, là on a certaines pistes pour ça. On a des panneaux solaires pour essayer de diminuer l'électricité. On collabore avec la Romande d'énergie, qui est juste l'autre côté de l'autoroute, pour récupérer de l'eau à 80 degrés qui vient chauffer les locaux chez nous, préchauffer des systèmes, de l'eau qu'on a besoin chez nous dans nos processus. Ça, on l'a pas évoqué, mais c'est important aussi dans votre empreinte écologique, c'est tout cet aspect, quand il faut brasser, il faut chauffer de l'eau. Donc forcément, le brassage se fait pas à température, le brassage des différentes bières se fait entre quelle et quelle température, donc à peu près vous avez besoin de chauffer à quelle température pour... Il y a différentes étapes, mais on commence vers 60 degrés. Ensuite ça monte petit à petit, il y a une étape d'ébullition et ensuite de refroidissement du mou avant le passage en cuve et puis l'ajout des levures. Donc le refroidissement, ça c'est fait avec un échangeur de chaleur. Ça permet aussi de récupérer justement de l'eau chaude qui peut être réutilisée par la suite pour d'autres productions. Aussi, il y a une optimisation à faire pour dire, on a besoin de chauffer de l'eau, parce que c'est inhérent à notre processus de production, mais comment est-ce qu'on fait pour utiliser le moins d'énergie, en tout cas le moins d'énergie non renouvelable possible? Poser la question de manière un peu inverse, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour utiliser le plus d'énergie renouvelable et gaspiller le moins d'énergie dans mon processus de production? C'est ça, là il y a toute une recherche d'optimisation à ce niveau-là. Actuellement, je dirais qu'on est déjà en train de mettre en place tout le tracking, de se dire, telle étape on consomme ci et ça, donc c'est un peu le point de départ pour nous. Maintenant, là où on voit les points sur lesquels on réfléchit, c'est le CO2. Le CO2,
c'est un point assez important. On en parle beaucoup au niveau des changements climatiques. Et donc c'est quelque chose que nous on consomme, qu'on produit aussi avec la fermentation. Donc aujourd'hui, on se demande comment est-ce qu'on peut récupérer notre CO2. On n'a pas encore de système pour le faire, mais on sait qu'on arrive gentiment à une capacité suffisante pour que ça devienne intéressant. C'est ça aussi l'idée d'avoir des gros volumes et avoir une production un peu industrielle, c'est-à-dire que on peut commencer à récupérer de manière intéressante des produits. Parce que c'est clair que si on prend une cuve en tant que telle de 5000 litres, si on fait 5000 litres de temps en temps, le CO2 est négligeable. Donc c'est pas un minimum intéressant de le surveiller, mais c'est même encore moins intéressant de le récupérer. Par contre, quand on a sur des volumes de plusieurs millions de litres, ah oui, là ça commence à être intéressant de dire, on a ça qui est produit, c'est en interne, on sait où il est, on voit comment le capter, comment est-ce qu'on le capte et à partir de quel volume c'est intéressant de le capter pour en faire quelque chose, quoi. Par exemple, qu'est-ce que vous avez des idées de qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce CO2 une fois qu'il est capté, puisqu'il est à l'intérieur des cuves, donc autant le garder et le faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire, quoi? Eh ben, on peut le réutiliser. Nous, en fait, on est un consommateur de CO2 parce que on utilise du gaz pour, par exemple, pousser la bière entre une cuve et une autre. Donc il y a des phases de transfert, il y a aussi des phases de carbonatation pour ajuster le gaz carbonique dans la bière. On doit encore injecter du CO2. Donc voilà, si on arrive à en capter plus, on pourrait réutiliser en interne. Actuellement, on utilise aussi de l'azote que là on arrive à générer directement à partir d'air comprimé. Donc ça permet de diminuer un peu la consommation de CO2, mais on saurait clairement quoi faire avec du CO2 capté. Donc on voit qu'il y a des idées, il y a des projets, le verre, le CO2, la production, l'origine des produits, développement local. Dernière question pour terminer cet entretien qui a été très intéressant et fleuve. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais il est temps des fois de conclure. En tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen suisse d'abord, mais aussi en tant qu'entrepreneur, on a parlé des 20 dernières années. Si vous aviez un souhait, une vision en tant qu'entrepreneur, un souhait pour l'avenir, quelque chose pas dans un monde rêvé, mais dans un monde idéal dans lequel vous pourriez réaliser ce que vous voudriez pour les 20 prochaines années de Dr Gabs. Imaginons que Dr Gabs en est à la moitié de sa vie. Quels sont vos projets? Quelle serait votre vision et vos souhaits pour l'avenir? Disons, ma vision justement un peu idéale là-dessus, c'est de continuer à diminuer nos consommations énergie, matières premières, etc. Travailler avec des entreprises locales en synergie. Là, je parlais avant de la Remonte d'énergie, c'est un bon exemple ici localement. J'espère aussi que le marché des matières premières en Suisse, peut-être qu'il va encore se développer. On a quand même de plus en plus de producteurs. Là, on vient de sortir une bière avec du malt bio jurassien et du houblon bio aussi vaudois. Donc on continue à tester ce qui se fait sur le marché et on espère qu'un jour ça puisse être des vrais partenaires. Reto Engler, merci beaucoup pour cet entretien. Merci pour l'opportunité. C'était un beau témoignage d'économie circulaire et d'écologie industrielle dans le cadre de tentatives pour une brasserie, enfin un brasseur comme Dr Gabs. Dans la suite de notre série sur l'alimentation, nous recevrons Bruno Rossignol qui est le responsable de la restauration sur le campus de l'EPFL. Donc pour continuer cette thématique, on a vu un peu au niveau des producteurs, on va voir maintenant au niveau des transformateurs, des restaurateurs, donc à l'étape suivante, c'est-à-dire quand on est au contact avec la clientèle, comment ça se passe. Et je rappelle que si vous voulez des informations au niveau de Dr Gabs, donc de leurs produits et aussi de leur valeur en tant qu'entreprise et de ce qu'ils essaient de développer, le site de l'entreprise est dans la description de ce podcast. Et je vous souhaite une très bonne journée. Encore merci Reto Engler pour l'invitation dans votre brasserie à Puydou. Merci Nicolas, merci à tous pour l'écoute. En attendant le prochain podcast, je vous dis ciao.